Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette deuxième édition des capsules au-dessus de nos têtes. Donc, je me présente, je m'appelle Myriam Latulippe, je suis astronome et je travaille comme animatrice scientifique au planétarium Rio Tinto Alcan. Donc, aujourd'hui, on est en direct du bistrot du planétarium. Je suis accompagnée à la technique aujourd'hui de deux de mes collègues, deux Simon. Donc, on a Simon A. Bélanger, qui est concepteur et éducateur scientifique ici au planétarium, et notre fidèle technicien Simon Gauthier, qui ont pu régler le problème. Donc, merci beaucoup de votre patience pour ceux qui nous attendaient en direct, mais on est finalement là. Et aujourd'hui, dans la capsule de ce soir, on va vous parler des planètes et plus particulièrement de leur observation. Donc, je vais moins parler de constellations ou de choses comme ça aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore vu notre première capsule, vous pouvez toujours la réécouter n'importe quand. Elle est disponible sur le Facebook d'Espace pour la vie. Donc, lors de la dernière capsule, on avait parlé un petit peu d'astronomie 101, donc comment se repérer dans le ciel et quelques constellations. Donc, aujourd'hui, on pousse un peu plus et on s'en va parler des planètes. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran pour qu'on puisse voir le ciel de ce soir. Alors, ici, donc, vous devriez voir une représentation du ciel. Donc, comme lors de la dernière capsule, j'utilise le logiciel gratuit Stellarium qui nous permet d'avoir une représentation, donc une simulation du ciel qu'il pourrait y avoir. Donc, comme vous voyez, au bas de l'écran à gauche, on peut voir ici que nous sommes sur Terre à Montréal et c'est présentement donc la date et l'heure d'aujourd'hui, donc presque 19h30 en ce 20 août. Donc, le soleil n'est pas encore couché. On va avancer un petit peu le temps pour laisser place aux étoiles. Donc, pendant que le ciel s'assombrit, vous pourrez voir justement, juste vers la droite, la constellation de la Grande Ourse que vous devriez être capable de reconnaître maintenant. Ici, on tourne le ciel. On va faire pause ici un instant. On devrait commencer à apercevoir des planètes. Donc là, vous pouvez voir ici, dans notre ciel, donc là, on est rendu au ciel de ce soir autour de 23h47, donc proche de minuit en fait, et on peut voir trois planètes. Donc peut-être que vous les avez déjà remarquées auparavant dans le ciel, ça fait quand même plusieurs jours qu'on les voit, donc on a un peu ce que j'appelle le trio de l'été. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais moi, c'est comme ça que je les appelle. Donc le trio de cet été, donc on a les planètes Jupiter, Saturne et Mars, qu'on peut voir facilement dans le ciel. Donc, les premières qu'on va observer ici, ça va être la plus brillante, qui va être Jupiter, qu'on peut voir dans le ciel. Donc, lorsque vous la voyez, là, vous allez voir, elle est extrêmement brillante. Okay? Ça va être sûrement le point le plus brillant que vous pouvez voir. On peut l'apercevoir dès le coucher du soleil. Donc, vous allez voir Jupiter et juste à côté, donc un peu à gauche, vous allez pouvoir observer Saturne, qui est là aussi. Donc, voyons voir Jupiter. Donc, Jupiter, comme je l'ai dit, elle va être extrêmement brillante dans le ciel. C'est entre autres la plus grosse planète du système solaire, donc il y a beaucoup de surface qui peut réfléchir la lumière du Soleil. Parce qu'une chose à savoir, c'est que les planètes, contrairement aux étoiles, donc les étoiles qu'on peut voir dans le ciel, comme le Soleil et comme les étoiles qu'on voit la nuit, en fait, ces étoiles-là vont émettre leur propre lumière. Elles vont briller toute seule. Il n'y a pas un côté nuit au Soleil ou à n'importe quelle autre étoile. Tandis que les planètes, elles ne vont pas émettre leur propre lumière. Elles vont réfléchir la lumière du Soleil. Donc, lorsqu'on voit les planètes ici, en fait, c'est qu'elles réfléchissent la lumière du Soleil et c'est pourquoi elles vont être brillantes. Donc, si on s'approche ici de Jupiter, donc on peut grandir. Donc, on voit ici Jupiter. Ça va être une planète qui a l'air un peu rayée. Donc, elle a des bandes de nuages de différentes couleurs qui lui donnent cet aspect rayé. Et vous voyez autour qu'il y a 4 lunes. Donc, on peut voir ici la lune Io, Europe, Callisto et Ganymède. Donc, ces lunes-là, en fait, ce n'est pas les seules lunes de Jupiter. Jupiter, elle a, à ma mémoire, environ 70 lunes. Des fois, ça change, on découvre des nouvelles. Mais aux dernières nouvelles, ça tournait autour de 70 lunes. Mais ces 4 lunes-là, donc les lunes Io, Europe, Callisto et Ganymède,
Ce sont des lunes spéciales, en particulier parce que ce sont les plus grosses lunes de Jupiter, et on les appelle les lunes galiléennes parce qu'elles ont été découvertes par Galilée en 1610. Donc Galilée, lui, ça a été le premier à fabriquer un télescope, donc une lunette astronomique, une espèce de grosse longue vue avec laquelle il regardait le ciel. Et c'est lui qui, pour la première fois, l'a pointé vers Jupiter, et il a remarqué que Jupiter, elle avait des lunes autour. Donc, il avait pu déceler ces 4 lunes-là, donc les 4 lunes galiléennes. La plus grosse là-dedans, c'est celle qu'on voit vers la gauche ici, ça va être Ganymède, qui est la plus grosse lune de Jupiter et aussi la plus grosse lune du système solaire au complet. Juste pour vous donner une idée, Ganymède, elle est plus grosse que la planète Mercure. Donc, c'est une assez grosse lune. Vous pourriez peut-être vous demander, si elle est si grosse, pourquoi est-ce que ce n'est pas une planète? Pourquoi est-ce que c'est une lune? Bien, la différence, c'est qu'une planète doit tourner directement autour du Soleil, tandis qu'une lune va tourner autour d'une planète. Donc voilà pourquoi, même si Ganymède est plus grosse que la planète Mercure, elle reste une lune. C'est parce qu'elle tourne autour d'une planète. Et c'est cette planète-là qui tourne autour du Soleil. J'espère que ce n'était pas trop étourdissant. Donc ça ici, c'était pour Jupiter. Donc, si vous voulez observer Jupiter, même si vous n'avez pas un télescope à la maison, vous pouvez vous procurer une paire de jumelles. Donc, elle est facile à trouver. Donc, essayez d'avoir de la stabilité, de pointer une paire de jumelles vers Jupiter. Et vous devriez être capable de voir, si vous êtes assez stable, nos petites lunes, donc les lunes galiléennes. Vous allez voir des petits points qui ressemblent à des petites étoiles à côté de Jupiter, mais ça ne va pas être des étoiles, ça va être ces lunes galiléennes. Si là, vous avez un petit télescope, vous devriez être capable de voir non seulement les petits points qui dénotent les lunes galiléennes, mais vous devriez aussi être en mesure de voir les lignes, donc les bandes de nuages de Jupiter. Et ça, ce qui est génial avec les planètes, c'est qu'on peut les voir même en pleine ville. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un ciel parfait sans pollution lumineuse, même en plein centre-ville de Montréal. Si vous arrivez à voir le point de lumière que représente Jupiter, vous devriez être capable de bien l'observer. Donc, on va maintenant reculer un petit peu et on va aller voir notre autre planète juste à côté. Donc, Saturne, qui est un peu moins brillante que Jupiter dans le ciel. Donc, si on s'en approche, donc Saturne, elle est reconnaissable parce que, bien, elle a des anneaux. Donc, c'est une super belle planète à observer lorsque vous avez un télescope. Vous allez être capable de voir ces anneaux. Malheureusement, les anneaux de Saturne, on ne peut pas vraiment les voir aux jumelles. Si oui, il faut être très, très stable et avoir quand même un bon grossissement sur vos jumelles. Mais sinon, vous arrivez quand même à voir sa plus grosse lune, donc la plus grosse lune de Saturne, qui va être Titan. On voit ici, juste à côté, le point orange. Donc, on peut la voir, celle-là, aux jumelles, donc même en pleine ville. Alors, c'est toujours intéressant d'observer Saturne. D'ailleurs, la première fois qu'on a pu observer les anneaux de Saturne, c'était encore par Galilée, avec sa lunette, donc en 1610. Il a pointé aussi Saturne et il a vu les anneaux. Mais il n'avait jamais, l'humanité à l'époque, n'avait jamais observé de planète avec des anneaux. Donc, il ne comprenait pas ce qu'il voyait dans l'image de son télescope. Et il décrivait les anneaux de Saturne comme étant des grosses paires d'oreilles qu'on voit comme ça. Donc, les anneaux qui sortent de chaque côté de la planète, lui, il appelait ça les oreilles de Saturne. Et c'est seulement plus tard, vers la fin du 17e siècle, que d'autres astronomes ont observé Saturne et qu'il y avait des meilleures images avec des télescopes un peu plus sophistiqués. Et là, ils ont pu, en fait, comprendre que c'était des anneaux qu'il y avait autour de la planète. Donc, ça aussi, c'est des anneaux. Donc, on peut les observer. Donc, ça, c'était pour... ça, c'est des planètes géantes. Donc, Jupiter et Saturne, c'est des très grosses planètes. Donc, des grosses planètes faites de gaz. Et on peut les voir comme ça dans le ciel. Donc, les deux géantes qu'on peut voir cet été dans le ciel. D'ailleurs, Saturne, c'est la planète la plus loin qu'on peut voir à l'œil nu. Donc, les autres planètes géantes, Uranus et Neptune, je vais moins en parler aujourd'hui parce qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu. Donc, il faut nécessairement des jumelles ou un petit télescope pour pouvoir les observer. Mais une autre planète qu'on peut voir à l'œil nu,
elle se lève un petit peu plus tard. Donc, ça va être celle qu'on surnomme la planète rouge, donc la planète Mars. Donc, Mars, on la voit très bien, donc on la reconnaît, elle va vraiment avoir cette teinte orange rougeâtre qu'on peut voir ici. Et elle a 2 petites lunes. Par contre, ceux-là, bonne chance pour les voir avec un télescope. C'est des toutes petites lunes, là, à peine quelques kilomètres. C'est vraiment des petits bouts de cailloux qui vont tourner autour de Mars. Et là, en fait, les 3 planètes que je viens de vous montrer, elles ont toutes un point commun. OK? Donc, comme j'ai dit, Jupiter et Saturne, c'est des planètes géantes faites de gaz. Mars, elle, en fait, ça va être une planète rocheuse, donc comme la Terre, c'est vraiment un gros morceau de roche, on pourrait dire. Mais elles ont un point commun dans le sens qu'on dit que ce sont des planètes supérieures. Donc, ça veut dire que ces planètes, leur orbite, elle est à l'extérieur de l'orbite de la Terre. Donc, juste pour se rappeler un peu l'ordre des planètes dans le système solaire, donc si on part du Soleil, donc on va avoir, en s'éloignant du Soleil, on va croiser l'orbite de Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, et finalement Uranus et Neptune, mais les 2 dernières qu'on ne va pas voir à l'œil nu. Donc, les 3 planètes ici, Mars, Saturne et Jupiter, ça va être des planètes extérieures. Et le meilleur moment pour observer ces planètes-là dans le ciel, ça va être quand elles sont en opposition. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être en opposition? Bien, je vous ai fait un petit schéma pour mieux comprendre ça. Alors, si vous regardez ici sur le schéma, donc on va se concentrer sur l'image qu'on voit tout d'abord vers la gauche. Donc, ça en fait, c'est un petit schéma. Donc, on a au centre le Soleil. Ensuite, on a l'orbite de la Terre. Donc, la boule bleue, ça représente ici la Terre. Et on a finalement une orbite extérieure à celle de la Terre. Donc, une planète que j'ai mis orange. Donc, ça peut être Mars, Jupiter ou Saturne, peu importe. Une planète supérieure, donc plus loin du Soleil que la Terre. OK? Donc, au fur et à mesure que ces 2 planètes-là vont tourner autour du Soleil, des fois, la Terre va être d'un côté de son orbite et des fois, l'autre planète va être très loin de la Terre, mais il existe un alignement où la planète va être plus brillante. Et cet alignement, c'est celui qui est représenté dans le schéma ici. On dit que cette planète-là, elle va être en opposition. Donc, vous voyez, il y a la Terre au milieu, et la planète orange, ici, elle va être à l'opposé du Soleil. Donc ça, c'est ce qu'on veut dire par une planète en opposition. OK? Donc, si vous regardez du côté de la Terre, du côté nuit, donc qui se trouve dans l'ombre de la boule bleue, donc on voit la surface de la planète supérieure qui est complètement éclairée. Donc, la planète va réfléchir plus de lumière et donc, elle va être aussi beaucoup plus brillante. Donc là, présentement, Jupiter et Saturne, elles sont assez brillantes dans le ciel. C'est le meilleur moment pour les observer parce qu'elles viennent juste de passer leur opposition. Donc, l'opposition de Jupiter, c'était il n'y a pas très longtemps, le 14 juillet, et celle de Saturne, c'était le 20 juillet. Donc, elles viennent tout juste de passer leur opposition, mais elles restent quand même très, très brillantes dans le ciel et vont rester assez brillantes pour les prochaines semaines. Mars, par contre, il faut attendre. Plus on va attendre, plus elle va devenir brillante parce qu'elle va atteindre son opposition le 13 octobre 2020, donc le prochain 13 octobre. Mars, ça va être le meilleur moment pour pouvoir l'observer. Donc ça, c'était pour nos planètes en opposition. Donc les planètes, seulement les planètes à l'extérieur de l'orbite de la Terre, donc les planètes supérieures, peuvent être en opposition. Mais voyons voir si dans le ciel, on peut voir des planètes intérieures. Donc on va maintenant retourner sur notre simulation du ciel et on va avancer le temps un peu. Donc on va avancer jusqu'aux petites heures du matin. On va avancer un petit peu plus vite. Et éventuellement, on devrait voir une autre planète apparaître. Vous la voyez juste ici. Donc, on peut voir ici la planète Vénus. Donc, Vénus, juste là, qui va être très, très brillante. En fait, Vénus, là, c'est la planète la plus brillante dans le ciel. Et même, c'est un astre extrêmement brillant. Pour vous donner une idée, là,
Vénus, c'est le troisième objet le plus brillant qu'on peut voir dans le ciel. Les deux premiers, c'est le Soleil et la Lune, et ensuite, c'est Vénus. Donc, quand vous voyez un point vraiment, vraiment brillant, vous ne pouvez pas vous tromper. En fait, ça va être la planète Vénus. Et Vénus, on va la voir présentement aux petites heures du matin. Et en fait, Vénus, contrairement aux trois autres planètes qu'on a parlé plus tôt, qui étaient des planètes qu'on dit supérieures, donc à l'extérieur de l'orbite de la Terre, ceux qui sont à l'intérieur de l'orbite de la Terre, donc Mercure et Vénus, on dit que c'est des planètes inférieures. Et avec ces planètes inférieures-là, le problème en même temps, c'est qu'elles sont toujours proches du Soleil. Okay? Donc, on ne va jamais les voir en plein milieu de la nuit, comme les autres planètes. Les planètes inférieures, on va toujours les voir un peu avant le coucher du Soleil, donc en début de soirée, ou un peu avant le lever du Soleil, donc très tôt aux petites heures du matin. Et pour comprendre ça, bien, je vous ai fait un autre schéma qu'on va aller voir. Donc ici, au lieu de regarder le concept d'opposition, qui est seulement pour les planètes supérieures, on va regarder le concept de conjonction. Okay? Donc une conjonction, c'est lorsque deux astres vont sembler être proches l'un de l'autre par rapport à un observateur qui se trouve sur un troisième astre. Donc nous, l'observateur, ça va être nous ici sur la Terre. Et les deux astres qui vont se rapprocher, ça va être une planète inférieure. Donc par exemple, ici, on va parler de Vénus. Donc, ça va être Vénus qui va se rapprocher du Soleil. Donc, on va commencer ici par l'image qui se trouve vers la gauche. Okay? Le petit schéma à gauche. Donc, on peut voir depuis l'espace, donc, on imagine qu'on regarde la trajectoire des planètes du dessus. Donc, on peut voir au centre le Soleil. Ensuite, on a l'orbite d'une planète comme Vénus. Et ensuite, on a l'orbite de la Terre. Okay? Donc, lorsque Vénus elle va passer entre la Terre et le Soleil. Donc, les deux dans le ciel vont sembler être très, très proches. On appelle ça une conjonction inférieure. Ensuite, la planète Vénus va continuer son orbite autour du Soleil et éventuellement, elle va s'éloigner du Soleil et, à un moment donné, elle va sembler être le plus loin du Soleil qu'elle peut être. On appelle ça son élongation maximale. Ensuite, elle continue sa course autour du Soleil et elle semble se rapprocher du Soleil, mais cette fois-ci, elle va passer derrière le Soleil par rapport à nous. Donc là, on appelle ça une conjonction supérieure. Ensuite, elle continue son orbite, donc elle va sembler se rééloigner du Soleil, donc elle atteint son élongation maximale, et ainsi de suite. Donc elle continue comme ça. Et tout dépendant où Vénus va se situer par rapport à la Terre, en fait, ça va faire en sorte que Vénus peut être plus ou moins brillante. Ça va influencer aussi quand, dans la journée, soir, matin, on va pouvoir la voir. Et ça va aussi influencer sa phase. Donc, un peu comme la Lune, Vénus aussi a des phases. Donc, Vénus, on peut voir un croissant de Vénus, on peut voir un quartier de Vénus. Donc, Vénus va changer de phase, c'est ça qu'on appelle. Mais pour les voir, on ne les voit pas à l'œil nu. Il faut des instruments, donc des télescopes, pour pouvoir bien voir les phases de Vénus. Donc, les phases, on peut les voir ici sur l'image de droite. Donc, on peut voir que lorsque Vénus, donc, elle se rapproche du Soleil, donc, elle se rapproche de sa conjonction inférieure, donc on peut voir qu'elle va faire un croissant. Lorsqu'elle est à sa conjonction inférieure, donc elle est alignée avec le Soleil, bien, on ne la voit pas parce que Vénus, elle va être là en même temps que le Soleil, donc on ne va pas pouvoir la voir. On ne voit pas de côté éclairé de Vénus, et etc. Donc, elle va s'éloigner du Soleil et redevenir un peu plus brillante. Donc, il y a plein de choses comme ça, ça va influencer. Donc, présentement, Vénus, elle a passé sa conjonction inférieure qui était en mai, si je me souviens bien. Et en fait, elle a même passé son élongation maximale, donc qui était le 13 août, donc il y a très exactement une semaine. Donc, pour le moment, ce que ça veut dire, c'est que Vénus, elle continue d'être visible aux petites heures du matin, mais elle va se rapprocher du Soleil. Et éventuellement, elle va comme passer proche du Soleil dans le ciel, et une fois qu'elle a passé une de ces conjonctions, donc que ce soit inférieure ou supérieure, ça va faire en sorte qu'on la voit soit le matin ou qu'on la voit le soir. Donc, pour le moment, bien, c'est plate, mais Vénus, on la voit aux petites heures du matin. Donc, pour la plupart de nous qui ont des horaires de travail plus
classique, on va dire comme ça. C'est rare, en tout cas pour moi. Je ne connais pas votre mode de vie, mais c'est rare pour moi que je peux voir Vénus parce que je ne suis pas motivée à ce point-là de me lever à 3 heures du matin pour aller la voir. Mais il va falloir attendre le 26 mars 2021. Ça va être la conjonction supérieure de Vénus. Donc, elle va passer de l'autre côté du Soleil. Et là, après le mois de mars 2021, on pourra commencer à voir Vénus le soir. Donc, il faut juste attendre un petit peu et on va pouvoir commencer à voir Vénus le soir à partir du printemps prochain. Donc, si on revient ici à notre ciel étoilé, donc, on a ici, donc on voyait Vénus avec Mars et d'autres planètes. Mais là, je vais reculer un petit peu là, pour qu'on voit, je vais reculer un petit peu le temps, si vous me le permettez, pour qu'on voit bien Jupiter et Saturne ici dans le ciel. Je vais reculer jusqu'à environ minuit. OK? Donc, les planètes là, que je vous montre présentement, OK? C'est les planètes qu'on peut voir ce soir et dans les prochains jours. Okay. Lors de la première capsule, je vous ai mentionné le concept de constellations saisonnières. Okay? Donc, ce sont des constellations qu'on peut voir particulièrement à certaines saisons. Donc, le ciel d'été, on ne va pas voir les mêmes constellations qu'en plein milieu de l'hiver. Donc, les constellations vont changer au fil du temps, mais elles vont revenir à la même place d'une année à l'autre. Si je regarde le ciel en décembre 2020 et en décembre 2021, ça va être les mêmes constellations que je devrais voir qui vont revenir. Donc, il y a un cycle comme ça. Mais pour les planètes, ce n'est pas vraiment le cas. Et pour bien voir ce mouvement-là, on va avancer le temps ici. Donc, sur notre ciel simulé, on va avancer le temps pour voir le mouvement des planètes par rapport aux étoiles. Donc, vous pouvez regarder ici la date juste en bas à droite. Donc, vous allez la voir avancer au fur et à mesure que je vais avancer le temps. Donc, on avance tranquillement. On voit la Lune qui se déplace dans le ciel, mais portez votre attention aux planètes. On avance. Voyez-vous que Mars semble se déplacer par rapport aux étoiles? Jupiter et Saturne aussi, on les voit se déplacer. C'est subtil, mais vous voyez que les planètes vont se déplacer par rapport au ciel étoilé qui ici restait fixe. Okay? Donc ça, c'est une particularité des planètes dans le ciel. Et en fait, c'est l'origine du nom planète. Ça vient du grec planétès, qui veut dire astre errant. Donc, ils voyaient des astres qui semblaient errer, donc se déplacer dans le ciel par rapport aux étoiles fixes. Et c'est l'origine du mot planète ici qu'on a en français. OK? Donc, les planètes, elles vont se promener par rapport aux étoiles qui vont être là. Donc, là, présentement, on voit des planètes, on voit tôt en soirée Jupiter, Saturne et un peu plus tard Mars en cette journée, en cette date du mois d'août. Mais ça ne veut pas dire que l'an prochain, au mois d'août, ça va être ces planètes-là qu'on va voir dans cette constellation-là à cette heure-là. Donc, les planètes, ça va vraiment changer parce qu'elles, elles ont leur propre mouvement autour du Soleil. Donc, elles vont bouger par rapport aux autres étoiles. Donc, si on regarde, en fait, le mouvement des planètes dans le ciel, en fait, les planètes vont toutes bouger dans une même direction du ciel. Pour bien vous montrer, je vais allumer les orbites des planètes dans le ciel. Donc, voyez-vous que ça ici, les lignes que vous voyez, donc c'est la projection des orbites des planètes dans le ciel. Donc, voyez-vous que toutes les planètes, elles vont rester en fait dans une région, dans une bande du ciel, donc qui part de l'est, qui va aller vers l'ouest, mais qui reste quand même du côté sud du ciel. Donc, en fait, les planètes, elles vont toujours rester là. Et pour comprendre ça, en fait, il faut un peu se projeter dans l'espace puis imaginer le système solaire. Okay? Donc, on a ici le Soleil et les planètes qui vont tourner autour du Soleil. Mais toutes les planètes qui tournent autour du Soleil, il n'y en a pas une qui va partir, elles vont rester en fait dans un plan. Okay? Donc, toutes les orbites sont un peu alignées, comme ça, elles tournent sur un plan. Il n'y en a pas une qui va tourner comme ça. Okay? Donc, le plan du système solaire, ou plutôt le plan de l'orbite de la Terre autour du Soleil, c'est ce qu'on va appeler l'écliptique. Et là, si on essaie de projeter cette écliptique-là dans le ciel, donc le plan de l'orbite de la Terre,
ça va ressembler à la ligne orange qu'on voit apparaître ici. Donc, la ligne orange qu'on voit là, en fait, ça va être la projection un peu du plan du système solaire dans le ciel. Donc, toutes les planètes, on va les voir qui vont être toujours dans cette région-là du ciel. Donc, on ne va jamais voir une planète qui se trouve du côté nord, donc à l'opposé du plan du système solaire. Donc, ça, c'était un petit peu pour l'observation des planètes. Donc, en résumé, okay, si vous cherchez à trouver une planète dans le ciel, bien, il faut toujours regarder du côté sud, okay, parce que c'est là que les planètes vont se trouver, que ce soit à l'est ou à l'ouest. Donc, si elles sont en train de se lever ou de se coucher, peu importe, on regarde toujours du côté sud. Et si vous n'avez pas besoin d'avoir un télescope, même si vous avez une bonne paire de jumelles, ça vaut la peine de commencer à regarder les planètes. Peut-être que vous allez être capable d'observer des lunes de Jupiter et de Saturne. Et avant qu'on continue plus loin, je vais demander, est-ce que Simon, on a des questions sur le chat? Non? D'accord. Donc, soit dit en passant, je ne l'ai pas dit au début, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire sur la vidéo en direct. On va faire notre possible pour pouvoir y répondre pendant la capsule. Mais avant de continuer, donc, je vais maintenant vous montrer ce qu'on appelle les éphémérides, donc ce qu'on peut voir présentement dans le ciel dans les prochaines semaines. Donc, laissez-moi juste vous partager ici mon écran. On y arrive. Voilà. Donc, on a ici un petit calendrier des prochains jours. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des éphémérides. Donc, c'est les phénomènes éphémères qu'on peut voir dans le ciel. Donc, présentement, pour les prochaines semaines, il n'y a pas grands éphémérides, pas grand-chose qui se passe de particulier. Donc, on a ici la Lune. Donc, présentement, on peut voir un beau petit croissant de Lune dans le ciel. Et plus les jours vont passer, plus la phase de la Lune va changer. On va pouvoir observer un quartier de Lune le 25 et la prochaine pleine Lune sera le 2 septembre. Sinon, pour ce qui est des planètes, donc on en a déjà parlé, mais pour résumer, les planètes qu'on peut voir ces temps-ci dans le ciel, donc ça va être Jupiter, Saturne, Mars et Vénus. Donc on va pouvoir observer les planètes Jupiter et Saturne dès le tomber de la nuit. On va les voir jusqu'à environ 2 heures du matin. Et ce qui va se passer, c'est que dans les prochains jours, elle va se rapprocher de la Lune. Mais avant de passer là-dessus, on me dit qu'on a une petite question, donc je vais prendre le temps d'y répondre. C'est quoi la définition d'une lune? Ah, donc très bonne question. Donc, une lune, en fait, on peut appeler ça aussi un satellite naturel. Donc, ça va être un objet qui est en orbite autour d'une planète. OK? Donc, on a une planète, ça tourne autour d'une étoile comme le Soleil. Et ce qui tourne autour d'une planète, ça va être là une lune. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ou on attend un petit peu, je vais continuer de vous montrer ma petite présentation. Donc, ce qui va se passer avec Jupiter, Saturne et la Lune. Donc, comme je disais, alors, dans les prochains jours, la Lune va sembler se rapprocher de Saturne et Jupiter. Donc, dans la nuit du 28 au 29, vous allez voir la Lune qui va être très, très proche de Jupiter, donc juste en dessous. Et la nuit suivante, elle va être là plus proche de Saturne. Donc ça va quand même être... c'est toujours le fun de voir, c'est toujours agréable de voir dans le ciel des astres qui sont proches les uns des autres. Donc, de voir un combo avec Jupiter, Saturne et la Lune. Donc, c'est très beau à observer dans le ciel. Donc, une autre planète qu'on peut observer, donc ça va être Mars, qui, plus les jours passent, plus Mars va se lever un peu plus tôt chaque jour, de quelques minutes. Donc, présentement, on peut voir qu'elle se lève aux alentours de 22h30. Donc, après 22h30, on la voit dans le ciel. Donc, elle se lève à cette heure-là. Et comme n'importe quel astre dans le ciel, les astres se lèvent du côté est, donc à l'opposé du coucher du soleil, donc du côté du lever
du Soleil. Alors, vous pourrez voir Mars qui nous apparaît comme un gros point orangé dans le ciel. Et finalement, Vénus, donc on peut voir aux petites heures du matin, donc pour les couches tard ou les lèvres tôt. Donc, on peut la voir de 2h30 du matin jusqu'au lever du Soleil. Elle va être là même une fois que le Soleil n'est pas encore sorti, mais qu'on voit quand même la lumière, le ciel commence à être jaune. Vous allez quand même pouvoir voir Vénus, donc en fin de nuit. Alors, c'était ça pour nos éphémérides de la semaine. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions avant qu'on se quitte pour aujourd'hui? Oui, on a quelques questions, donc on va je vais juste attendre qu'on me dise les questions. Donc, où se situe la ceinture de Kuiper? Donc, pour bien comprendre la question, on va faire une petite introduction. OK? Donc, dans le système solaire, on a en fait 2 ceintures d'astéroïdes. Donc, il y a le Soleil, puis il y a des planètes, mais il y a aussi des régions où il y a plus d'astéroïdes, donc plus de gros morceaux de roches qui flottent dans l'espace. Donc, il y a 2 ceintures d'astéroïdes dans le système solaire. La première s'appelle la ceinture principale. Donc, elle se situe entre les orbites de Mars et Jupiter, donc elle est relativement proche de la Terre. Et la ceinture de Kuiper, en fait, elle va être au-delà de Neptune. C'est d'ailleurs là-dedans que se situe Pluton, qui est maintenant une planète naine. Donc, on imagine, on en a le Soleil. Donc, on va avoir Mercure, Vénus, Terre, Mars, la ceinture d'astéroïdes principale, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, et finalement la ceinture de Kuiper qui entoure un peu tout ça. Qu'on a une prochaine question? Oui. Alors, qu'est-ce qu'une planète gazeuse et une planète rocheuse? Donc, dans les planètes du système solaire, on peut les séparer en 2 grandes catégories. Donc, comme tu l'as si bien dit ici, on a les planètes rocheuses et les planètes gazeuses. Donc, les planètes rocheuses, ça va être des planètes comme la Terre, donc des planètes faites de roches. Elles sont solides, on peut marcher à leur surface. Donc, Mercure, Vénus, la Terre et Mars sont des planètes rocheuses. Ensuite, les planètes gazeuses, comme le nom l'indique, elles vont être faites de gaz. Okay? Donc, ça va être des planètes beaucoup plus grosses, principalement faites de gaz. Donc, peut-être qu'elles ont un noyau rocheux, un petit noyau rocheux, mais c'est très difficile à déterminer ce qui se trouve à l'intérieur d'une planète. Donc, pour le moment, c'est encore juste des hypothèses. Mais donc, les quatre dernières planètes du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, elles sont faites de gaz. Donc, elles n'ont pas vraiment de surface solide. On ne peut pas marcher à leur surface. Okay? Donc, c'est ça, en fait, la différence entre ces 2 types de planètes-là, c'est leur composition. Prochaine question. Donc, j'ai un télescope avec un grossissement de fois 100. Est-ce assez pour voir tout? Tout ça. Bon, parce que je me disais tout, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Donc, pour voir, donc ce que j'ai parlé aujourd'hui, là, pour voir les planètes, donc avec un télescope x100, vous allez quand même voir pas mal de choses. Okay? Donc, ça vaut la peine, première chose, d'observer la Lune. Donc, vous allez voir des beaux cratères sur la Lune avec un petit télescope comme ça. Vous allez pouvoir voir les planètes. Donc, ce qui est assez intéressant avec un télescope, c'est que lorsqu'on regarde des planètes, éventuellement, à force de grossir, on voit un disque, en fait. Contrairement, quand on regarde une étoile, même si on grossit une étoile, ça reste un seul point. Bien, avec un télescope, quand on regarde des planètes, éventuellement, le point lumineux devient vraiment, on arrive à voir comme une boule, on arrive à voir un disque. Donc, ça vaut la peine d'observer Mars. Vous devriez être capable de discerner le disque. Avec un grossissement de 100, si je me souviens bien, vous devriez aussi être capable de discerner les anneaux de Saturne et de voir sa petite lune Titan. Et pour Jupiter, vous allez aussi voir ces lunes galiléennes. Et là, ensuite, pour voir les détails, là, ça dépend vraiment de la qualité de votre ciel, à quel point aussi votre trépied, votre télescope est stable ou pas. Mais ça vaut définitivement la peine de regarder toutes les planètes avec votre télescope. Prochaine question. Quelle est la distance entre nous et Jupiter et nous et Saturne? Oh là là! Je me souviens plus les distances. Est-ce que mes Simons, ils savent? OK. Pour Jupiter,
Donc, elle est à 5 unités astronomiques. Donc, pour comprendre, une unité astronomique, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Okay? Donc, c'est environ 150 millions de kilomètres. Donc, en astronomie, hein, des millions de kilomètres, là, ça commence à faire des gros chiffres, donc on a de la misère, à les concevoir. Donc, c'est pour ça que quand on parle des planètes, la distance entre les planètes, on va utiliser des unités astronomiques. Donc, si la Terre, elle est à 1 unité astronomique, donc Jupiter, elle va être à 5 unités astronomiques. Et si je me souviens bien, Saturne, elle est à 10 environ? Environ. OK, ouais, elle est environ à... attendez, je vais repasser ma phrase. Donc, elle est environ à... attendez, mon assistant... Simon, qu'est-ce que tu me dis, là? Mm-hmm. D'accord. Donc, est-ce que j'avais des petites informations en même temps? Alors, pour récapituler, donc, Jupiter, elle est à 5 unités astronomiques du Soleil, mais 4 unités astronomiques de la Terre. Parce que si, disons que le Soleil, la Terre et Jupiter sont alignés, donc entre Jupiter et le Soleil, il y a 5 unités astronomiques, mais entre Jupiter et la Terre, il y a 4 unités astronomiques. Maintenant, si on s'intéresse à Saturne, qui est plus loin, donc la distance entre Saturne et le Soleil, ça va être 10 unités astronomiques, donc 10 fois la distance Terre-Soleil. Et là, si on veut comparer la distance de Saturne par rapport à la Terre, donc ça va être 9 unités astronomiques. Donc j'espère que ce n'était pas trop mélangeant. Désolée pour tout ça, j'espère que ça répond à ta question. Donc, quand peut-on observer d'autres étoiles filantes? Bon, les étoiles filantes, d'ailleurs, j'espère que vous avez eu l'occasion d'en voir quelques-unes et de faire des vœux avec les Perséides qu'on a pu voir la semaine dernière. Donc, les étoiles filantes, en fait, on peut en voir n'importe quand, en fait. Donc, elles sont créées, comme je l'ai dit lors de la dernière capsule, par des petites poussières, des petites roches qui vont entrer dans l'atmosphère de la Terre, s'enflammer et laisser une traînée de lumière dans le ciel. Donc, c'est sûr que lorsqu'il y a des pluies d'étoiles filantes, c'est parce qu'on sait que la Terre va rentrer dans une région de l'espace où il y a plus de poussière et de petites roches pour faire des étoiles filantes, mais on peut quand même toujours en voir un petit peu parce qu'il y a toujours un petit peu de poussière et de petites roches dans l'espace. Donc, ça vaut quand même la peine de lever les yeux vers le ciel et d'attendre de voir peut-être une étoile filante. Est-ce que les planètes gazeuses se transforment en planètes rocheuses? Non. En fait, elles vont rester gazeuses comme ça. C'est quand même, c'est très stable, là, une grosse planète. Donc, une grosse planète gazeuse comme ça. Donc, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune vont rester des planètes gazeuses comme ça jusqu'à la fin de leur vie, donc pour au moins les 5 prochaines milliards d'années. Pourquoi le gaz des planètes gazeuses ne se répand pas dans l'espace? Y a-t-il un noyau ou une sorte d'attraction qui garde ce gaz? Donc, effectivement, il y a une attraction qui va garder tout ce gaz-là en place, et c'est ce qu'on appelle la gravité. Okay? Donc, la gravité, c'est ce qui fait en sorte en ce moment que je ne suis pas en train de m'envoler, que je reste les pieds collés sur la Terre. Donc, la gravité, c'est une force invisible, c'est une force d'attraction, donc qui attire des objets. Donc, tout ce qu'il faut, c'est 2 objets d'une masse et ils vont s'attirer. Okay? Donc, le gaz, pour nous, c'est comme de l'air, c'est invisible, on ne le voit pas, on a l'impression que c'est léger, que ça n'a pas de masse, que ça pèse rien. Mais non. En fait, du gaz, ça a une masse, comme vous, moi, la Terre, le Soleil. Donc, c'est juste que c'est vraiment moins dense, c'est plus diffus. Mais en assez grande quantité, en fait, il y a beaucoup de masse, il y a beaucoup de gravité là-dedans. Donc, c'est la gravité qui va faire en sorte que ça reste en boule, comme ça. Donc, si on a un gros nuage de gaz, mais éventuellement, la gravité de ce nuage de gaz-là va avoir tendance à le comprimer comme ça et éventuellement former une grosse boule, donc une planète gazeuse. J'espère que ça répond, que c'était clair et que ça répond à ta question. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Jusqu'où les plus puissants télescopes peuvent voir?
Oh là là, les puissants télescopes, là, ils peuvent voir loin, loin, loin. OK? On peut voir jusqu'à, si je me souviens bien, 13,8 milliards d'années-lumière d'ici. OK? Donc, tantôt, je vous ai introduit le concept d'unité astronomique, qui est la distance Terre-Soleil. Donc, pour comparer, en fait, les distances des planètes dans un système solaire, par exemple. OK? Dans un système planétaire. Mais là, quand on veut parler de quelque chose qui est plus loin que ça, on va utiliser aussi des années-lumière. Donc, qui est le temps que ça prend la lumière pour parcourir, la distance que ça prend la lumière pour... bon, là, je cherche mes mots. Donc, c'est pendant 1 an, si on laisse la lumière voyager pendant 1 an, quelle distance elle va avoir parcouru? Et ça, c'est une année-lumière. Ça équivaut à environ 10 000 milliards de kilomètres. C'est vraiment beaucoup, juste une année-lumière. Mais là, imaginez ça fois 13,8 milliards. OK? Donc ça, c'est jusqu'où les télescopes arrivent à voir. Et on n'arrive pas à voir au-delà de ce 13,8 milliards d'années-lumière parce que c'est comme si plus on regarde loin dans l'espace, plus on regarde loin dans le temps. Donc si on regarde à 13,8 milliards d'années-lumière, en fait, on regarde de quoi avait l'air l'univers il y a de cela 13,8 milliards d'années. Et éventuellement, on n'arrive plus à rien voir parce que l'univers était à l'époque très, très dense et il n'émettait pas de la lumière. On n'arrive plus à voir plus loin que ça. Donc, à date, c'est jusque-là qu'on arrive à voir. Prochaine question. Est-ce qu'il y a... Y a-t-il une prochaine question? Non. Bon, bien, je pense que ça va conclure avec nos 13,8 milliards d'années-lumière. Ça va conclure notre capsule d'aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, désolée pour le petit contretemps, le petit problème technique. J'espère que vous avez bien apprécié. Donc, cette capsule sera, comme toujours, disponible pour que vous puissiez la réécouter ou l'écouter pour une première fois. Donc, il suffit d'aller sur la page Facebook d'Espace pour la vie. Et on se revoit dans 2 semaines pour la capsule numéro 3. On va parler de la Lune, mais ce ne sera pas moi, ce sera mon collègue Maxime Pivin-Lapointe qui sera là, parce que moi, je serai en vacances. Donc, on se revoit pour la prochaine capsule et l'autre d'après. Bonne soirée!